Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Alors, moi, je suis ravie de vous retrouver pour certains et puis bienvenue à ceux qui assistent pour la première fois à notre conversation Zoom qui a pour titre « Le JWST confirme-t-il le Big Bang ?» Alors, comme vous le savez, le 25 décembre 2022, le télescope spatial James Webb fêtera son premier anniversaire dans l'espace. Alors, grâce aux observations du JWST, eh bien, le monde de la cosmologie moderne est en pleine effervescence, car il est divisé en deux groupes. Alors, d'un côté, il y a les partisans du Big Bang, et de l'autre côté, il y a les adversaires du Big Bang. Alors, nous comprenons que le Big Bang, bien sûr, est la cause première de cette brûlante séparation qui fait de plus en plus rage au sein des cosmologistes du monde entier et de bien d'autres personnes, scientifiques ou non, qui s'intéressent aux sciences de l'univers. Alors, suite à ce contexte cosmologique brûlant, eh bien, une question fondamentale se pose au niveau scientifique de la naissance, de l'histoire et de la fin ultime de notre univers. Alors, cette question fondamentale, eh bien, c'est celle-ci. Quelle sera la nouvelle vision de notre univers? Alors, tel est le but principal de ce Zoom spécial. Alors, je commencerai par poser quelques questions à Mario. Et ensuite, eh bien, vous pourrez intervenir et échanger avec lui poser toutes les questions que vous désirez. Ensuite, eh bien, ce Zoom se terminera par une autre annonce spéciale qui nous sera faite par Mario. Mais attention, nous respecterons les 2 heures prévues pour cette conversation Zoom. Voilà. Donc, je vais commencer par poser les questions à Mario. Alors, la première question, Mario, quelle est la différence entre le télescope Hubble et le télescope spatial James Webb? Eh bien, pour le télescope spatial Hubble, bien, lui, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, il n'est qu'environ 600 km de la Terre, alors que le James Webb, il est à 1,5 million de kilomètres. Et la deuxième différence, c'est qu'avec le télescope spatial Hubble, on voit dans l'optique, c'est-à-dire il voit ce que notre œil voit, seulement il le voit en plus gros. Donc, il voit comme nous. Alors que le James Webb, on l'a vu tout à l'heure aussi, il ne voit que dans l'infrarouge. Donc, c'est dans la lumière qui, pour nous, est donc invisible. Donc, il voit dans l'invisible. D'accord. Tu peux nous dire ce que veut dire James Webb? C'est un des administrateurs de la NASA. Bon, il ne l'est plus. Un des administrateurs de la NASA qui s'appelait James Webb. Tout simplement. Tout simplement. Alors, et bien sûr, JWST, ST pour Space Telescope. Télescope spatial. OK. Alors, on entre dans le vif du sujet. C'est quoi au juste l'univers? Alors, donc pour l'univers, c'est tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes, finalement. Puisque nous-mêmes nous sommes faits d'atomes, de molécules. Hein. Donc, alors l'univers, bien sûr, pour aller au-delà, c'est la Terre, c'est les étoiles, le Soleil, le système planétaire, la galaxie, les amas de galaxies, les murailles de galaxies, les filaments. Donc, tout ça, c'est l'univers. Tout ce qui existe. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une galaxie? Alors, une galaxie, c'est une partie de l'univers. Une galaxie, c'est une partie de l'univers. Et pour cela, on va juste montrer donc l'image 235. Nous avons la régie qui est Laurent. Donc, image 235, qu'est-ce qu'une galaxie qui est une partie de l'univers? Voilà. Vous avez ici donc une galaxie qui représente la nôtre. Vous voyez que c'est une spirale avec un soleil qui est le nôtre, qui est à mi-chemin entre le noyau de la galaxie et la périphérie. Et vous avez notre galaxie vue de profil. Donc, vue de face à gauche, vue de droite, de profil. Alors, le diamètre de cette galaxie, on le suppose à 100 000 années-lumière. Alors là, on ne peut plus parler en millions de kilomètres, ça perd son sens. Hein. Donc 100 000 années-lumière, c'est-à-dire que si on voyage à la vitesse de la lumière, pour traverser le diamètre de la galaxie, il nous faut 100 000 ans. Donc pour ça, c'est prévu pour l'éternité.
D'accord. Et combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Alors, on estime que à l'heure actuelle, avant on disait 300 milliards de galaxies. Alors, peut-être que maintenant, on est plutôt à entre 1000 et 3000 milliards de galaxies. Ça donne une idée que, sans oublier que dans chaque galaxie, il y a environ 300 milliards d'étoiles. Alors, pour simplifier, si on retient que dans une galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles, c'est à titre mnémotechnique, hein, si dans une galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles, on peut supposer que dans notre univers, il y a au moins 300 milliards de galaxies. Vous voyez, on garde le 300 milliards, mais là, dans le premier cas, 300 milliards d'étoiles, dans l'autre cas, 300 milliards de galaxies. Minimum. D'accord. Alors, partir à la conquête de l'univers avec le James Webb, ça nous rappelle un petit peu les aventuriers, les voyageurs comme Magellan, Christophe Colomb. Bon, ils ont bravé la mer, les océans, ils ont découvert des terres nouvelles. Alors, avec le James Webb, qu'allons-nous, ou plutôt, qu'avons-nous déjà découvert? Alors, c'est une très grande question et on va y aller étape par étape, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par une image, qui est l'image 160, qui va nous montrer déjà ce qui surprend aujourd'hui avec le James Webb. Ce qui intrigue, surprend, déroute, c'est l'image 160. Alors, vous voyez à peu près hein, que les choses sont tellement lointaines que les images ne sont pas aussi nettes que prévu, mais je vais vous le résumer d'une autre façon. On observe à l'heure actuelle, avec le James Webb, trop de galaxies à disque. Elles n'ont pas lieu d'être à cet endroit et aussi près du Big Bang. L'historique d'une galaxie, c'est très simple. Il faut d'abord qu'elle soit irrégulière. Il faut qu'elle devienne elliptique et il faut qu'elle devienne spirale ou à disque. Or, voir des galaxies à disque 10 fois plus que ce qui a été prévu selon les modèles, ça intrigue les astronomes par rapport aux données du James Webb. Donc, on retient cette idée pour l'instant que le James Webb nous montre trop de galaxies à disque, trop près du Big Bang. Ça aurait été des galaxies irrégulières, pas de problème. Des galaxies elliptiques, les problèmes commencent à devenir, mais avec des galaxies à disque, là, il y a des gros problèmes. C'est bon? Oui, pour moi, c'est bon, puisque j'ai tellement envie d'en dire d'autres, mais voilà. Pour le moment, donc, on retient trop de galaxies à disque. Ok. Alors, qu'allons-nous découvrir demain? Alors, qu'allons-nous découvrir demain? Alors là, donc, ça veut dire qu'on va vers un autre univers, complètement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je vous cite quelques exemples. On va vers un univers liquide. Je ne rentre pas dans les détails. Vers un univers plasma, trop électrisé, c'est-à-dire contenant d'immenses champs électromagnétiques qu'on n'a guère pris en compte jusqu'à ce jour. L'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a surtout été travaillé avec la gravitation, c'est-à-dire avec la relativité générale, mais pas avec les champs magnétiques, pas avec les plasmas. Donc, on va vers un univers, on va dire, électrique, pour aller à l'essentiel. OK. Alors, le James Webb, au lieu de réconcilier les scientifiques, il les divise de plus en plus. Alors, quelle est la cause majeure de cette discorde qui vraiment monte en puissance dans le monde de la cosmologie? Alors là, c'est la question brûlante, puisque le James Webb, vu les données qu'il vient de fournir, a fait monter en puissance les adversaires, qui sont des cosmologistes de très haut niveau aussi, fait monter en puissance les cosmologistes qui sont contre l'expansion de l'univers. Ils sont très contents de voir les données du James Webb qui sont en leur faveur, que notre univers, il ne peut pas être en expansion. Et ça monte, et ça, le James Webb fait monter tout ceci en puissance. Alors, ces adversaires ont toujours existé, on est d'accord, ils ont toujours existé, mais là, le James Webb leur a donné l'opportunité d'élever la voix.
d'élever la voix et de monter en puissance. Alors, quelle est cette discorde d'une manière générale? Alors, il y a les partisans, toujours des cosmologistes, hein, des deux côtés, ce sont des cosmologistes. Il y a les cosmologistes qui sont majoritairement dominants, qui eux disent notre univers, il est en expansion, et dans l'autre plan des cosmologistes, l'univers n'est pas en expansion. Donc, c'est quand même pas rien. Parler de oui ou non d'une expansion de l'univers, ce n'est pas un détail. C'est un pilier de la cosmologie moderne. Alors, qui a tort, qui a raison? En attendant, la discorde, elle est là. Les partisans d'un univers en expansion, bien sûr avec un Big Bang, hein, Big Bang et expansion, et les partisans qui disent non, l'univers n'est pas en expansion. Voilà. Donc, ceux qui sont partisans d'un univers en expansion, il faut le dire ce qui est, hein, ils sont déroutés. La peur au ventre, hein, sur froide. Et ceux qui sont contre l'expansion de l'univers, ils sont radieux. Ils se réjouissent. Alors, ce n'est pas une réjouissance malsaine, évidemment, parce que bon, on est en science. Voilà. Donc, cette discorde, on retient, c'est l'expansion de l'univers. Il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Laurent, la voix. Oui, voilà. Je crois que c'est bon. Rappelons, c'est du direct. Hein. Oui, j'ai coupé les micros parce qu'il y avait mon chien qui aboyait. Donc, avec les données observationnelles astrophysiques du James Webb, les cosmologistes sont devant des difficultés, mais à la limite de grandes révolutions cosmologiques. Alors du coup, ils sont en train de revoir leurs calculs. Alors à ce stade, les cosmologistes, où en sont les cosmologistes par rapport à leurs calculs? Alors là, bien sûr, on parle des cosmologistes qui sont pour un Big Bang et une expansion de l'univers. Donc on parle pour la majorité d'entre eux. C'est ce qu'on appelle le modèle standard dominant. Alors, quand ils ont eu les données du James Webb, qu'ils ont fait bien sûr les observations, ils ont fait les calculs, eh bien là, il y a eu des désagréables surprises. Puisque voir, on l'a vu, des galaxies à disques quasiment collées au Big Bang, voir un univers qui est trop poussiéreux, on va avoir l'occasion d'en parler un peu, un univers qui est jeune et trop poussiéreux, ils font les calculs. Alors bien sûr, là je suis obligé d'entrer un peu dans le côté technique, c'est ce qu'on appelle le calcul des décalages spectraux vers le rouge. Et là, ils se sont rendus compte qu'on a des décalages spectraux vers le rouge qui, à la limite, pourraient concerner des étoiles ou des galaxies, bien sûr, qui sont presque aussi vieux que l'univers, voire même qui seraient peut-être nés avant le Big Bang. Pour eux, ce n'est pas possible. Puis des galaxies aussi jeunes, aussi poussiéreuses, aussi près du Big Bang, et quand on calcule un certain nombre de choses qui soient peut-être nées avant le Big Bang, ils se disent ce n'est pas possible, il faut qu'on revoie les calculs. Parce que passons aux adversaires du Big Bang, eux, ils se frottent les mains. Ils se réjouissent de tout ça. Donc, les cosmologistes standards, qu'est-ce qu'ils disent? Avant de parler d'une révolution, il vaut mieux qu'on refasse les calculs, qu'on relance une deuxième série de calculs, parce qu'une révolution, ça se prépare. Et c'est normal qu'ils prennent du recul et qu'ils relancent une deuxième série de calculs. Je réactive le son. Alors, dans cet univers, nous avons depuis seulement le 12 juillet dernier déjà des données observationnelles qui sont extrêmement surprenantes. Alors, dans ce contexte cosmologique plein de surprises, plein de défis scientifiques, quelles sont les nouveautés potentielles qui risquent de nous montrer que finalement, eh bien, notre univers est complètement différent? Alors, ces observations, alors on parle bien de potentiel, hein, bien sûr, de potentiel, jusqu'à ce que, eh bien, on ait cette deuxième série de calculs. Cette deuxième série de calculs. Donc, on va faire l'hypothèse. On va faire l'hypothèse qu'on a les premiers résultats de cette deuxième série de calculs, par exemple, fin octobre. Parce que déjà, on pense, et on commence à dire, qu'on aura certainement les premières nouvelles données de cette deuxième série de calculs fin octobre. Je dis bien les premières. Hein. Et puis après, donc d'ici, ça devrait s'étaler jusqu'au printemps de 2023.
Cette série de calculs, on va dire que ça a commencé, on va dire, à peu près aujourd'hui, jusqu'au printemps, donc 2023. Et on commence à parler de premiers résultats fin octobre. Alors, on fait l'hypothèse que c'est toujours des résultats aussi catastrophiques, bien sûr pour les cosmologistes standards. À ce moment-là, il faut revoir l'âge de l'univers qui sera bien supérieur à 13, on va dire 14 milliards d'années, pour simplifier les calculs. Donc un univers qui est plus vieux que 14 milliards d'années et un univers qui certainement, eh bien, du coup, s'en suivra qu'il ne peut pas être en expansion. Mais dans un temps chronologique, d'abord, ça va poser le problème de l'âge de l'univers. Il ne peut pas avoir 14 milliards d'années, c'est trop jeune pour mettre en place un tel univers aussi beau et aussi complexe qu'on verra. Parce que James Webb nous a compliqué, enfin, il nous a donné un univers qui est magnifique, mais extrêmement complexe. Je dirais même hyper, super complexe. Et cette complexité ne peut pas se mettre en place en 14 milliards d'années, c'est pas possible, selon les modèles. Voilà. Donc, changement de l'âge de l'univers, c'est ce qui attend fortement avec le James Webb. Changer l'âge de l'univers, le rendre plus vieux. D'accord. Alors, quelle est la recette de l'univers? Alors, la recette de l'univers… Par recette, on veut dire quelle est la composition du cosmos selon la cosmologie standard. Voilà. D'accord. Donc, toujours, c'est normal, c'est gentil même, c'est de présenter d'abord les autres. Donc, je vais donner des chiffres ronds. 70% d'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Ignorance totale, avec beaucoup de respect. Ici, l'ignorance n'est pas du tout à prendre au sens péjoratif pour ceux qui écouteront peut-être cette vidéo sur YouTube, mais c'est tout à fait logique et honnête de dire 70% de la masse de l'univers, c'est de l'énergie noire qu'on ne sait rien du tout. Suivi de 25% de matière noire qu'on ne sait pas non plus ce que c'est. Donc, encore une ignorance supplémentaire. Et on en est à 95% d'ignorance. Et 5% de ce qu'on appelle la matière baryonique, mais c'est la matière qui nous compose, Esther, Mario, voilà, Laurent, c'est la matière qu'on voit, les atomes qu'on voit, les molécules qu'on voit, les étoiles qui brillent, ça ne représente que 5%. Donc l'univers lumineux dans l'optique, c'est ce que verrait Hubble dans l'optique, il ne voit Hubble que c'est 5% de la masse de l'univers. Donc ça c'est la recette. Donc 70, 25, 5. Ça fait 100%. La recette standard. Standard. Alors maintenant, justement, cette composition de l'univers selon le modèle d'univers du New Big Bang fractal. Alors, le modèle d'univers du New Big Bang fractal, la recette est un tout petit peu différente. C'est 50% d'énergie noire, qui est surtout composée d'électrons. 45% de matière noire, qui est de l'hydrogène superfluide, et il ne reste plus que 5%, comme chez les standards, qui est la matière baryonique. L'avantage avec le New Big Bang fractal, c'est qu'on a 50% d'énergie du vide et 50% de matière baryonique. Et ce qui est formidable, c'est qu'il faut qu'il y ait 50% des deux côtés. Pas parce qu'on a forcé les formules. Les formules, dans le New Big Bang, viennent naturellement par elles-mêmes. Et ça nous fait 50% d'énergie noire qui est une force qui est répulsive et 50% de matière baryonique qui est une force attractive. Les deux, donc ce sont les deux vecteurs opposés, ça fait que l'univers peut se maintenir en équilibre. 50% attractif, 50% répulsif. Le bilan des vecteurs égale 0. Donc l'univers peut devenir statique. C'est ça qui est intéressant. Avec cette nouvelle recette du New Big Bang fractal. On est d'accord. Alors, puisqu'on a parlé de la lumière, qu'est-ce que la théorie de la fatigue de la lumière? Bon, eh bien, là, on touche à un sujet qu'on parle très rarement en public, très rarement dans les revues de vulgarisation, ce qui est dommage, parce qu'en France, on a fait un rejet globalement total. Vous voyez? Alors que c'est une théorie qui a son histoire, qui a son intérêt et qui aujourd'hui prend plus d'importance parce que finalement,
on a voulu faire sortir certaines choses par la fenêtre et elles reviennent par la grande porte. Alors pour ça, donc, on a une image qu'on va donc projeter, c'est l'image 248. Je vais m'efforcer de vous expliquer ça en termes le plus simple possible, parce que là aussi, il y a des équations qui sont assez complexes. Alors, retenons l'idée, on parle de fatigue de la lumière. Alors, vous avez ici donc une image où vous avez le Big Bang. Et vous avez un mot qui est le présent. Là, on devrait mettre notre galaxie ou le système solaire ou la Terre. Quand la lumière part d'une galaxie, cette lumière, vous voyez bien que du Big Bang, elle va aller jusqu'à nous. Alors, on va garder le télescope qu'ils ont mis. Cette lumière va voyager dans l'espace pour venir à notre œil. Mais vous voyez que la lumière traverse des zones différentes et la lumière partant avec une énergie du Big Bang, pour simplifier, par exemple de 100 joules, parce qu'on parle en joules en termes d'énergie, une lumière qui part d'étoiles ou de galaxies qui sont proches du Big Bang à 100 joules. Vous voyez bien que cette lumière va voyager à travers l'univers, à travers l'espace, pour arriver jusqu'à nous. Eh bien, à chaque fois qu'elle va passer dans ces différentes zones dans l'univers, il y a des sortes de péages. Et cette énergie de 100 joules, il faut qu'elle en donne 10. Et il ne lui en reste plus que 90 joules. Elle va aller plus loin, elle va perdre de l'énergie, elle va perdre des plumes, elle va donc payer, elle va ouvrir son porte-monnaie. Au départ, il y avait 100 joules, elle va encore donner 10 €. Il ne restera plus que 80 €. Elle va voyager encore dans la formation des galaxies. Cette lumière va interagir avec les galaxies, elle va perdre de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la fatigue de la lumière. Elle va encore payer en joules. Vous avez compris que les 100 joules du départ ne peuvent pas être les 100 joules à l'arrivée. Quand on ouvre un porte-monnaie et qu'on a 100 € et qu'on donne de l'argent, on arrivera avec un porte-monnaie à la limite quasiment vide. Donc, ce qui veut dire qu'arrivé à notre œil, les 100 joules ne sont plus 100 joules, mais par exemple, plus que 30 joules. On est parti avec 100 €, on arrive avec 30 €. Donc, il y a bien eu une perte d'argent, si on parle en termes de perte. Eh bien, c'est cette perte d'énergie qui se traduit par le fait que notre univers, il ne peut pas être en expansion selon cette interprétation. J'insiste sur le mot interprétation parce que c'est une interprétation qui est scientifique et qui dit que finalement, les décalages spectraux vers le rouge ne sont pas dus à un éloignement des galaxies ou une expansion de l'univers, mais au fait que la lumière, en traversant les différents espaces, les différentes densités, cette lumière perd de l'énergie, elle se fatigue. Alors, une autre image que j'aime bien utiliser, c'est lorsque une personne elle est pleine d'énergie et qu'elle veut traverser une foule. Elle est pleine d'énergie, pleine de volonté, mais en traversant la foule, elle est obligée de perdre de l'énergie. Elle va traverser la foule et en traversant la foule, une fois qu'elle a fini de traverser la foule, elle est épuisée, elle est fatiguée. Ça, c'est la fatigue de la lumière. Il n'y aurait pas la foule. Cette personne traverserait sans interaction, sans dommage. Et dans ce cas-là, oui, les aides seraient une explication très intéressante dans le cas où cet univers serait en expansion. Alors, cette foule, elle existe? Oui ou non? Ben c'est oui, puisque entre le Big Bang et nous, vous avez vu, il y a différentes densités, différentes structures. Donc, pour eux, pour les standards, la lumière, il n'y a pas de foule. C'est incroyable. Et pour les autres qui disent que l'univers n'est pas en expansion, il y a une foule. Donc, il y a interaction. Et pour les autres, il n'y a pas d'interaction. Voilà où nous en sommes. Pour une même observation, qui est le décalage spectral vers le rouge, il y a deux interprétations. Pour l'une, les standards, il n'y a pas de foule. Pour les autres, anti-expansion, il y a une foule. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Là, il y aurait beaucoup à dire, mais j'espère que j'ai été aussi clair que possible. C'est un sujet qui est très intéressant, mais très complexe. Oui. Alors, dans la continuité, qu'est-ce que celle-ci change de fondamental dans la croyance à un univers en expansion? Eh bien, si la lumière ne se fatigue pas, si elle ne rencontre pas de foule,
eh bien, notre univers est en expansion. Si par contre, il y a de la foule, des galaxies, s'il y a vraiment de la foule, eh bien, on a le droit de mettre en doute l'expansion de l'univers. En toute honnêteté, aussi bien dans un clan comme dans l'autre, on ne devrait pas être dans l'affirmatif. On ne devrait pas dire « notre univers est en expansion » parce que c'est affirmatif, alors qu'on n'a pas le droit. Il n'y a pas d'observation directe que notre univers soit en expansion. Alors qu'il y a des phrases affirmatives disant que notre univers est en expansion, c'est s'engager dans un chemin extrêmement dangereux. Et dans l'autre cas, eh bien, notre univers, il n'est pas en expansion, pour la simple et bonne raison, c'est que la lumière du départ n'est pas la lumière à l'arrivée. Une lumière qui part d'une galaxie, avec une énergie H nu, après ça, de 100 joules, ne peut pas arriver à nos laboratoires à 100 joules. Il y a une perte d'énergie dans le trajet. Et cette perte d'énergie se traduit par un décalage spectral vers le rouge. Je répète ce point important. Les deux cosmologistes, standards et non standards, quand on regarde une galaxie à travers un spectre, on est tous d'accord à 100% qu'il y a bien un décalage vers le rouge. La différence, le fait qu'il n'y a pas conciliation, qu'il n'y a pas accord, c'est sur les deux interprétations. Donc, une même observation, deux interprétations différentes. Le décalage spectral vers le rouge. D'accord. Alors, aujourd'hui, avec le James Webb, entre tension, crise et révolution cosmologique, où en sommes-nous? Alors, nous en sommes, alors on peut le répéter, hein, nous en sommes à cette deuxième série de calculs. Alors, nous en sommes au fait qu'il y a 10 fois trop de galaxies à disque qui ne devraient pas exister là où elles se trouvent. Ça, c'est une observation. Nous en sommes à se dire, eh bien oui, le James Webb, c'est vraiment des données qui nous laissent perplexes, qu'il nous montre un univers qui est quand même de plus en plus complexe, et que dans tout ça, il faut, pour résumer un petit peu donc, le contexte, hein, la cosmologie, à l'heure actuelle, le James Webb l'a rendue effervescente. Nous vivons une époque cosmologique en pleine effervescence, bouillante, parce que ça concerne des bouleversements majeurs. J'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de bouleversements mineurs, des détails, bon, c'est normal, la science affine, mais là, il ne s'agit pas d'affinement d'une science, il s'agit de bouleversement d'un jour à l'autre. Voilà, il y a le potentiel qu'on nous dise, et oui, l'univers ne peut pas avoir 14 milliards d'années, mais déjà, on parle, je vais vous dire, hein, pour suivre la pensée donc, de la question, on parle déjà d'un univers qui a au moins hein, alors c'est selon les chercheurs, hein, ça commence déjà à plus de 30 milliards d'années. Le New Big Bang fractal, 220 milliards d'années pour l'âge de l'univers, et, si vous êtes toujours assis, une autre équipe, 450 milliards d'années. Alors, essayez de relativiser à 450 milliards d'années. Le New Big Bang, 220, une autre équipe, plus de 30 milliards d'années. Et la cosmologie standard, il vient avec ses 13,77 milliards d'années. on sent qu'il y a quelque chose là qui va, voilà, qui va partir en morceaux, quoi. Et c'est pour ça qu'on comprend bien pourquoi les cosmologistes standards, bien, ils refont les calculs. Parce que ça fait une centaine d'années qu'existe la cosmologie standard. Et elle risque de partir en quelques mois, depuis les données du James Webb. Si on se donne dans le meilleur des cas avril 2023, regardez, la première image de James Webb date de juillet donc 2012. Juillet 2012, on va dire l'été au printemps de 2023, ça ne fait pas un an. Donc, en l'espace d'un an, la cosmologie standard, qui est là depuis 100 ans, elle risque de partir en même pas une année. Ouais.
100 années balayées en une année. Voilà, c'est ça, donc 100 ans qui part en une année. Donc voilà, ça fait un centième, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'elle partirait d'une manière extrêmement rapide. Ouais. Extrêmement rapide, on va dire quasiment du jour au lendemain. Il y a le James Webb du jour au lendemain. Donc, on dit changement de paradigme. C'est un mot, c'est vrai, qui veut dire changement de pensée, il faut trouver autre chose, quoi. Et Mario, maintenant, n'est plus le seul à être considéré, on va dire, comme marginal. En France, je parle, surtout. Parce que moi, en France, j'ai été épaulé par le professeur Jean-Claude Péquer au Collège de France, donc il m'a épaulé. Donc lui, c'est un astrophysicien. J'ai été épaulé aussi par un physicien, donc Jean-Pierre Vigier. Donc c'est bien quand on a un astrophysicien et un physicien, vous voyez, parce que la cosmologie, ça concerne aussi bien la physique que l'astrophysique et vice-versa. Voilà, donc il fut un temps, on était à 3 en France, donc Jean-Claude Péquer, Vigier et moi-même. Bon, ben, comme ils étaient plus âgés que moi, ben, ils sont partis, donc ils sont décédés. Et Mario, en France, se retrouve, à ma connaissance, se retrouve tout seul, donc avec le modèle du New Big Bang fractal. Voilà, ça, c'est une petite historique, une petite biographie de ce qui, pour la France. Maintenant, vous avez vu, il y a les adversaires du Big Bang, qui sont des cosmologistes, mais ils sont un petit peu éparpillés dans le monde, donc surtout en Amérique. Est-ce que Laurent, Esther, je pense, c'est pour la continuité de ta question, est-ce qu'on peut projeter l'image, donc l'image, tu sais, du James Webb, c'est la 219. Esther, c'est juste pour toujours enchérir ta question, cette image qui bouleverse donc la cosmologie moderne. Voilà, je pense que vous l'avez tous comme moi vu cette photo. Voilà. Alors, pour reprendre la question d'Esther, cette image elle est révolutionnaire parce que regardez bien, il y a beaucoup de galaxies rouges, si vous voyez comme moi. Et parmi ces galaxies, il y en a beaucoup trop, on a vu, qui sont des galaxies à disque. 10 fois plus de galaxies à disque que annoncées par les modèles standards. Alors, vous voyez aussi des espèces d'arcs de cercle qui sont incomplets, mais qui représentent un arc de cercle. Ce sont des mirages gravitationnels. Ce sont des galaxies qui sont derrière l'amas. Là, ce que vous voyez, qui est très brillant, c'est un amas de galaxies. Derrière cet amas de galaxies, il y a des galaxies qui ne sont pas visibles par définition, parce qu'elles sont derrière un amas. Mais elles sont rendues visibles parce que la lumière qui traverse l'espace est déformée par l'amas qui est devant nous, et la galaxie qui est derrière, qui est cachée, se voit aux alentours. Alors, l'image que j'aime bien prendre, c'est le fond d'une bouteille. Vous voyez, vous prenez le goulot d'une bouteille et vous mettez une bougie. Vous l'allumez et vous regardez la bougie avec le goulot d'une bouteille. La bougie, par définition, vous ne la voyez pas, elle est cachée par la bouteille. Mais la lumière de la bougie, vous la voyez autour du goulot. C'est ce qu'on appelle la déviation de la lumière. Et en termes techniques, ça s'appelle mirage gravitationnel. Voilà. Je pense que, Laurent, on peut passer à la suite de notre conversation. Alors, la dernière question, qu'est-ce que le multivers? Alors, le multivers. Alors, ça n'a rien à voir avec le goulot de la bouteille, le verre de la bouteille. Alors, le multivers. Alors, le multivers, c'est, pour moi et puis pour d'autres, c'est plutôt une croyance, pourquoi pas donc une philosophie, qui veut que notre univers il ne soit pas seul. Qu'en réalité, notre univers, il serait à côté d'autres univers encore. Imaginez-vous des bulles dans une bouteille de champagne. Mais chaque bulle serait un univers. Multivers, ça veut dire univers multiplié, quelque part. Un univers qui est multiplié par des milliards et des milliards et des milliards d'autres univers à l'infini. Alors, pourquoi j'ai employé le mot que pour moi, c'est de la philosophie? C'est de la philosophie parce que vous savez qu'avec des milliards et des milliards et des milliards d'univers, tout devient possible. Il y en a qui disent, M. Cosentino, est-ce que je n'aurais pas un sosie à 100%, je parle,
un sosie Esther, un sosie Mario, un sosie Laurent, identiquement le même dans un autre univers? Eh bien, selon cette philosophie, la réponse est oui. Parce que dans une infinité de choses, tout se produit. Et vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que certains veulent amener certaines choses, vous voyez, en leur faveur pour appuyer telle et telle philosophie et tout. Mais en science, ça ne marche pas comme ça. En science, on veut des preuves. Alors, est-ce que les multivers sont démontrables en science? Alors, pour qu'une chose soit démontrable en science, il faut faire des prévisions, des calculs et avoir des observations. Mais pour avoir des observations, il faut que ces univers interagissent avec nous. Or, à ce jour, ces univers n'interagissent pas entre eux parce qu'ils ne se touchent pas. Donc, du fait qu'ils ne se touchent pas, du fait qu'ils n'interagissent pas, on ne reçoit aucune information. Et si on n'a aucune information, on ne peut rien dire. Alors, sur une hypothèse ou une idée où on ne peut rien dire, sommes-nous en science? Où on ne peut rien dire, sommes-nous en science? Alors, la question, c'est, sommes-nous en science ou en philosophie? Alors, la réponse, philosophie. Mais la philosophie n'est pas de la science. La science veut des preuves. Et ces univers, comme ils ne sont pas connectés, ça vaut le coup de le redire, hein, comme ces univers ne sont pas connectés, comme il n'y a pas d'informations qui s'échangent entre eux, comme il n'y a pas d'interaction, donc on n'a aucune donnée, aucune précision, on ne peut faire aucun calcul. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui vient vers vous et qui vous dise Monsieur, madame, j'ai une théorie, j'ai des équations, etc., etc. Bon, très bien, vous avez une théorie. Alors, le scientifique, qu'est-ce qu'il lui répond? Est-ce que votre théorie, est-ce qu'on peut la passer au banc d'essai? Est-ce qu'on peut la, écoutez bien les deux mots qu'on utilise en science, est-ce qu'on peut la réfuter ou pas par des observations? Ah non, ma théorie, elle n'est pas réfutable par les observations. Ben, qu'est-ce qu'on va lui répondre à cette personne? Si on ne peut pas y prouver son hypothèse, si on ne peut pas la mettre au banc d'essai, eh bien, on lui dit, monsieur, vous êtes bien gentil, je vous respecte, mais là, vous n'êtes pas en science, vous êtes en philosophie. Et même si vous sortez 50 volumes en philosophie là-dessus, un volume de plus ne changera rien. On est en philosophie. Par contre, quelqu'un qui dit, je viens vers vous parce que j'ai une hypothèse, voilà, j'ai fait des calculs, j'ai des résultats. Est-ce qu'avec votre hypothèse, vous pouvez faire des prévisions? Oui, je peux faire des prévisions. Lesquelles? Voilà la liste de mes prévisions. Ah, là, c'est différent. Dans le premier cas, avec la philosophie, aucune prévision, donc rien de vérifiable. Et dans l'autre hypothèse, des prévisions. Et là, c'est risqué. Parce que si les prévisions ne marchent pas, l'hypothèse va à la poubelle. C'est logique. Ben, si ça marche, tant mieux. C'est ça la démarche scientifique. C'est avancer un modèle qui soit donc avec des prédictions. Il n'y a pas de prédiction, ce n'est pas de la science. Et là, on peut en dire beaucoup sur comment certains travaillent, et c'est vraiment dommage hein, que certains n'ont pas saisi quelle est la démarche scientifique. Et la démarche scientifique, c'est une démarche extrêmement rigoureuse. Il faut observer, modéliser, prévoir. Là, si on ne peut rien prévoir, c'est de la philosophie. Et c'est un petit peu la bascule qui nous fait dire que les multivers, à ce stade, les multivers, c'est plus de la philosophie que de la science, à ce jour. Donc, je ne peux pas en dire plus à ta question hein, sur les multivers. Déjà bien. Sinon voilà, on est en philosophie pour l'instant. D'accord, très bien. Selon mon point de vue et d'autres. Ok. Donc là, on a fini les questions, hein, les 10 questions. Donc maintenant, c'est plus à vous d'intervenir si vous voulez poser des questions à Mario ou si vous voulez revoir des points qui sont un petit peu plus nébuleux. Enfin, n'hésitez pas. Laurent vous mettra le micro.